Qu'est-ce que vous pensez des fermes du futur? Est-ce que pour vous, ça, c'est l'agriculture de demain? On oublie trop souvent qu'il y a beaucoup de technologies dans les exploitations agricoles. Les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les nouvelles technologies. Le smart farming ou l'agriculture de précision est-elle le prochain grand tournant du monde agronome? S'il y a bien un secteur auquel on ne pense pas naturellement quand on prononce les mots transformation numérique, c'est celui de l'agriculture. Et pourtant, on le sait, plus aucun champ d'activité n'échappe à la vague digitale qui déferle et chamboule nos façons de travailler et d'interagir. Véritables artisans de la terre à la tête d'exploitations familiales, les agriculteurs et agricultrices du XXIe siècle ressemblent davantage à des entrepreneurs aux multiples compétences. Ils sont soumis à des contraintes de plus en plus fortes pour maintenir la rentabilité financière de l'entreprise agricole, tout en jouant leur rôle clé qui reste au centre de leur mission, nourrir l'humanité. Et le numérique dans tout ça? Eh bien, comme pour beaucoup, c'est un outil qui doit leur permettre de faciliter leur travail, un peu à l'image de la mécanisation qui a permis d'accroître les rendements et de réduire la pénibilité du travail au champ. Mais est-ce forcément le cas? Et comment séparer le bon grain de l'ivraie? C'est la question que l'on a eu envie d'explorer lors d'une soirée débat du Digital Lab organisée en mars 2024 et que l'on va tenter de vous résumer ici. Rappelez-vous, à ce moment-là, nous étions en pleine révolte du monde agricole. Les tracteurs délaissaient la boue des champs pour gagner le bitume des centres-villes. Les agriculteurs bloquaient les dépôts des grandes enseignes de distribution, laissant désespérément vides les rayons de nos supermarchés. Vu la richesse des échanges, on a préféré vous résumer tout ça en 2 épisodes d'éco numérique plutôt qu'un seul. C'est notre promo 1+1 gratuit, alors profitez-en. Moi, c'est Roxane, la petite voix du Digital Lab. Le Digital Lab, c'est un lieu d'échange et de rencontre pour tous les acteurs de l'écosystème numérique wallon ancré au sein de HEC Liège, l'école d'économie et de gestion de l'Université de Liège. Après chacune de nos soirées débats, je me glisserai dans vos écouteurs pour vous faire revivre les meilleurs moments de ces rencontres et en bonus, vous donner des outils et des pistes de réflexion face à la digitalisation, que ce soit dans votre entreprise, dans votre équipe ou tout simplement dans votre vie privée. Grâce aux interventions de 4 invités, on va s'intéresser aux enjeux du numérique dans la sphère agricole. Dans ce premier épisode, on va surtout se focaliser sur les avantages et les bienfaits de la technologie pour mieux comprendre la façon dont le métier d'agriculteur a évolué ces dernières années. Mais commençons par les présentations. Ce soir-là, il y avait Viviane Planchon, la directrice scientifique de l'unité Agriculture, Territoire et Intégration Technologique au Centre Wallon de Recherche Agronomique. Léonard Théron, le cofondateur de RhumeXpert, un bureau de consultance en médecine vétérinaire. Philippe Jacques, professeur de microbiologie à Jean Blou Agrobiotech. Et enfin, Henri Louvigny, agriculteur du côté de Libramont. Comme on n'y connaît pas grand-chose, nous, à HEC Liège en agriculture, on a commencé par demander des exemples concrets pour comprendre la façon dont le numérique avait changé la vie à la ferme. Le principal outil pour les agriculteurs à l'heure actuelle, c'est les réseaux sociaux et c'est la possibilité pour eux de s'exprimer vis-à-vis de la terre entière, gratuitement, où ils peuvent facilement faire des photos, des vidéos, donner leur avis, partager leur quotidien. Lui, c'est Henri, 7e génération d'une famille d'agriculteurs et à la tête d'un élevage de bovins limousins en agriculture biologique. Il est aussi passionné par l'informatique et joue le rôle de consultant digital pour la foire de Libramont. Les gens, les consommateurs, toutes les personnes sont très, je trouve très enthousiastes de ce qu'on leur partage. Moi, sur notre page, on est 10 000, il y a 10 000 personnes qui suivent. J'ai une vidéo fin de l'année qui a fait plus d'1 million de vues pour un vélage de vaches. Alors pour moi, ça me paraît incroyable, mais c'est vrai que qui assiste encore à un vélage d'une vache à l'heure actuelle? Pas grand monde, c'est vrai. Du coup, on est allé faire un tour sur la page Facebook de la ferme Louvigny. On y a découvert, en plus d'un fil bien nourri sur les petites aventures du quotidien de Henri, la possibilité de commander des colis de viande en direct. De la fourche à la fourchette, si vous préférez. Un exemple d'utilisation du numérique d'ailleurs partagé par Viviane, notre directrice scientifique au Centre Wallon de Recherche Agronomique. L'exemple qui me vient en tête, c'est dans tout ce qui concerne les circuits courts, il y a des groupes qui sont faits sur les réseaux sociaux où l'agriculteur, le maraîcher ou l'éleveur peut signaler qu'il vend des colis ou des colis de légumes ou de viande et ils communiquent dans le village ou via des réseaux bien particuliers comme quoi ils peuvent venir acheter pour tel prix, telle quantité et c'est quelque chose qui fonctionne très bien dans les communautés rurales, ça oui. Grâce au numérique, l'agriculteur peut donc se rapprocher du consommateur final, construire une communauté et profiter de ce lien pour vendre ses produits en direct. Là, avec la communication et la vente, on est clairement en bout de chaîne, mais si on remonte les étapes, on voit que le numérique contribue aussi à améliorer la situation lors de la phase de production, notamment grâce à la robotisation.
Je pense directement à la culture biologique, où il faut beaucoup de main-d'œuvre pour nettoyer les cultures, étant donné qu'on n'utilise pas de produits de protection des plantes, ce qu'on appelle les pesticides. Et de ce fait-là, l'agriculteur doit être aidé, ou le maraîcher doit être aidé. Et je veux dire, ça peut être réalisé grâce à des robots. Et donc ça, on est vraiment dans le numérique, dans le smart farming. Et ces robots peuvent être utilisés par les agriculteurs, les maraîchers, pour nettoyer les cultures. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut les aider. Arrêtons-nous un instant pour définir ce concept amené par Viviane, le smart farming, ou agriculture intelligente en français. Le smart farming est défini par IBM comme l'adoption de technologies numériques et d'opérations agricoles basées sur des données, dans une optique de durabilité et d'efficacité. Aujourd'hui, on s'intéresse aussi à l'impact carbone de l'ensemble des gestes, parce que les agriculteurs, en fait, sont les gestionnaires du plus grand puits de carbone que l'humanité ait à sa disposition. Et donc, ce qu'on se dit, c'est que si on peut les aider à favoriser justement des dynamiques de stockage, eh bien, on peut le faire dans un cadre qui pousse pas nécessairement à la performance, mais qui pousse à ce qu'on appelle la multiperformance en agriculture, c'est-à-dire le fait d'être à la fois économiquement rentable, au niveau de la biodiversité respectant, et pour socialement avoir un lien quand même avec ses encadrants et toute la communauté qui l'entoure. Cette notion de multiperformance évoquée par Léonard, qui est également licencié en biologie moléculaire et docteur en médecine vétérinaire, est directement liée au concept d'agriculture intelligente. Selon l'agence du numérique wallonne, le smart farming est effectivement un moyen de développer des avantages économiques pour les agriculteurs, de réduire les risques environnementaux en limitant l'utilisation d'intrants et d'améliorer les interactions sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Plus on est en osmose finalement avec la nature, plus on a des fermes qui sont finalement rentables. Donc le modèle qu'on a vécu depuis les années 60 avec des fermes qui poussent finalement à tirer le plus parti de la nature sont des modèles qui arrivent un peu au bout de leurs ressources, notamment parce que le climat change. Ce qui est intéressant quand même, et nous on s'en rend compte parce qu'on a aussi des prises de sang qui sont intégrées dans le logiciel, on se rend compte que quand même les productions fourragères produisent des résultats qui sont différents aujourd'hui à cause du changement climatique, c'est-à-dire les acides aminés disponibles pour les animaux sont différents. Et donc l'agriculteur va être moi je dis souvent l'astronaute du changement climatique, ça va être le premier exposé et donc le premier à amener des solutions pour le reste de la population. Donc je pense que on a intérêt à s'occuper vraiment de l'agriculture précisément parce qu'ils vont être les premiers à nous donner des solutions. Ce qui est aussi sympa dans cette approche, c'est que les pays émergents en agriculture, notamment les pays du Sud, vont être également des pays qui vont nous apporter des solutions. Et donc on va aussi assister probablement culturellement à un petit renversement des équilibres avec de l'apport vraiment intense des gens qui ont vécu des situations avec des climats très changeants, très secs, etc., etc. Bon, c'est plutôt sympa cette idée que nos agriculteurs pourraient être les astronautes du changement climatique en explorant de nouvelles solutions durables. Mais concrètement, on fait comment pour produire mieux avec moins ? Il y a toute une dimension que l'on va pouvoir développer qui va permettre de faciliter la vie à l'agriculteur parce qu'il aura finalement un certain nombre d'informations qui seront délivrées facilement et qui lui permettront d'intervenir au bon moment. On retrouve ici Philippe, professeur à Jean Blou et spécialiste du domaine des biopesticides. Il est aussi le président du centre de recherche Terra. Parce que finalement, la façon dont on a facilité la vie de l'agriculteur pendant les 60 ou 70 années précédentes, c'est en lui donnant des outils qui mettent un peu systématiquement, quoi. Aujourd'hui, quand on pense aux pesticides, on n'a plus envie de faire des traitements toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, quoi. Il faut plutôt réduire leur utilisation. Il faut le faire de façon ciblée. Et là, on peut avoir une multitude d'outils qui viennent du numérique qui aident à faire ça. Notre idée, c'est que justement, le numérique pourrait apporter pas mal de choses pour faire percer des produits qui aujourd'hui ont parfois du mal à percer parce que, par exemple, leur coût est beaucoup plus élevé. Donc, si on pouvait diminuer les doses à utiliser, ce serait plus acceptable pour l'agriculteur. Et comment diminuer les doses ? Notamment en maîtrisant le moment, le lieu et la dose qu'il faut mettre au champ, quoi. Et donc pour ça, il faut à la fois avoir des outils qu'on appelle des OAD, des outils d'aide à la décision qui apportent toute une série de données qui permettent de mieux comprendre à quel moment la maladie risque ou le prédateur risque d'être présent. Il faut avoir des capteurs éventuellement qui détectent le prédateur et il faut aussi peut-être des robots qui permettent d'aller distribuer le produit au bon endroit, au bon moment, à la bonne dose. Grâce à Philippe, on ajoute encore un concept essentiel pour bien saisir l'importance du numérique dans l'agriculture, celui d'outils d'aide à la décision. Il s'agit de solutions qui font des prévisions ou des recommandations en se basant sur de larges quantités de données. Vous vous rappelez peut-être de la notion de médecine préventive abordée dans notre épisode consacré à la santé numérique. Bien ici, c'est pareil, mais transposé au monde de l'élevage, comme dans cet exemple donné par Henri.
La vache, c'est comme nous, quand la température est trop haute, trop basse, c'est qu'il se passe quelque chose. Mais on peut pas prendre tous les matins, tous les soirs la température de la vache. Donc un petit appareil qui nous enverrait un moment quand la température est trop basse ou trop haute par rapport à sa moyenne, simplement, ce serait vachement intéressant. Parce que nous, on va le voir plutôt 3-4 jours après, quand elle aura d'autres signes de son problème. Mais plus tôt on le sait, mieux on peut traiter le problème. L'agriculteur est le décisionnaire, mais il est entouré de conseillers qui surveillent des données spécialisées. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de permettre à l'ensemble de la communauté des professionnels qui entourent l'agriculteur de disposer d'outils qui leur permettent de prendre des décisions beaucoup plus précises, beaucoup plus précoces. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que en intégrant des données suffisamment précocement, on pouvait anticiper d'une vingtaine de jours le décisionnel habituel à la ferme. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour l'agriculteur, anticiper des variations. Nous, on s'intéresse surtout à l'élevage. C'est d'anticiper des variations qui potentiellement vont mettre les animaux malades. Voilà. Et quand un animal est malade, il va lui falloir 3 à 4 mois pour récupérer. Quand on intervient très précocement, avec une vingtaine de jours d'avance par rapport à l'habitude, on peut régler des problèmes en l'espace d'une semaine, 10 jours. Cette médecine vétérinaire préventive, c'est justement le cœur de métier de la société cofondée par Léonard qu'on vient d'entendre. Mais alors, comme le demande malicieusement Nicolas, l'animateur du débat, on peut imaginer qu'avec un logiciel tel que le vôtre, les agriculteurs font moins appel souvent à leur vétérinaire. Ça ne doit pas faire plaisir aux vétérinaires, ça? Je pense que c'est le métier qui change surtout. Le vétérinaire d'hier, c'est un vétérinaire qui soignait quand il était appelé pour un animal malade. Le vétérinaire de demain, c'est quelqu'un qui passera du temps avec des outils pour empêcher que les animaux tombent malades. Et moi, je me suis inscrit dans ce contexte il y a déjà une dizaine d'années. C'est pas encore la règle, donc on est encore très très loin. Mais je pense que comme les agronomes du passé planifiaient des traitements sur des maladies installées, les agronomes d'aujourd'hui tentent d'empêcher que les maladies surviennent ou en tous les cas restent à des niveaux qui sont gérables pour la biodiversité, pour la santé des plantes. C'est vrai qu'il ne faudrait pas oublier les plantes et les cultures. Là aussi, grâce à de multiples sources de données, on peut faire du préventif, comme le fait remarquer Viviane, notre docteure en sciences agronomiques et ingénierie biologique. Elle mène d'ailleurs des recherches dans le domaine de l'observation de la Terre et de l'agrométéorologie. Si on croise cette carte de données météorologiques avec des cartes d'index de végétation obtenues par image satellitaire, par exemple, ou par drone, on peut voir l'évolution des cultures au cours du temps, faire les liens entre la météorologie et l'évolution de la culture. On peut aussi croiser des données avec les cartes des sols, avec les données liées aux nappes phréatiques. Et donc, en croisant toutes ces données-là, on peut développer des systèmes d'information très intéressants pour les agriculteurs et qu'on appelle finalement des systèmes d'avertissement qui peuvent déboucher sur des systèmes d'avertissement pour les maladies, pour prévenir l'agriculteur qu'à certains moments, il serait intéressant de pulvériser parce que une maladie pourrait se déclencher au niveau des cultures. Système d'avertissement et outils d'aide à la décision. Voici donc les maîtres mots d'une agriculture qui se digitalise. Une agriculture qui se repose sur des recommandations d'algorithmes croisant un ensemble de données de sources variées. Mais alors, l'agriculteur serait-il en train de se muer en un ouvrier aux ordres de la machine ? Si on pousse à l'extrême un peu tous les raisonnements qu'on vient de donner, on pourrait imaginer ce méga algorithme qui va concentrer énormément de données collectées sur le terrain, mais aussi venant de différentes sources. Et du coup, se dire, mais finalement, ce n'est que ce qu'il faut faire aujourd'hui, en ce matin, en se levant, c'est l'algorithme qui va me dire ce que je dois faire. Est-ce qu'il n'y a pas, je vais peut-être me tourner vers vous, Léonard, est-ce que on peut effectivement avoir ce risque de se dire à un moment donné, on remplace ou en tout cas, on se substitue au bon sens peut-être ou à l'expérience de l'agriculteur? Je pense pas parce que je pense que la problématique, c'est exactement la même que les IA génératives dans le travail. C'est-à-dire que ça ne marche que si vous avez un professionnel formé avec de l'expérience au bout de la chaîne. Ça ne peut pas fonctionner pour des gens qui n'ont pas d'expérience, pas d'habitude, qui ne comprennent pas les signaux, même s'ils sont vulgarisés, mis en place, etc. Donc je pense que la technologie, c'est un outil. Ça permet d'atteindre ce que je disais tout à l'heure, la multiperformance, qu'aujourd'hui, les agriculteurs, on leur demande pas que de produire, on leur demande de protéger les paysages, de stocker du carbone, de faire attention à la biodiversité. Et donc, pour faire toutes ces missions en étant finalement de moins en moins nombreux, ils ont besoin d'outils. Mais, comme je disais, il faut faire attention à ce qu'il y ait toujours des gens au bout de la chaîne, des gens formés avec de l'expérience. Sinon, ça s'arrête, quoi. Au niveau des agriculteurs, ils ne doivent pas avoir peur du numérique, ils doivent être confiants. Et ça doit vraiment être quelque chose, ce sont des outils. Et ce sera jamais quelque chose qui va remplacer ce que eux décident. On a beaucoup parlé d'outils d'aide à la décision.
Donc, ça porte bien son nom, ce sont des aides à la décision et ça ne remplacera jamais l'expertise et les connaissances de l'agriculteur ou de l'éleveur. Ce sera toujours eux qui décideront ce qu'ils font de leur culture, ce qu'ils font de leur terre, ce qu'ils font de leur élevage. Ah, ouf! À écouter Viviane et Léonard, on peut être rassuré sur le fait que l'agriculteur aura toujours un rôle essentiel à jouer. Lui seul prendra les décisions, parce que rien ne peut remplacer l'expérience accumulée au fil des ans et son expertise de terrain, mais aidé d'outils de plus en plus perfectionnés. Et donc, on croit beaucoup à la communauté de personnes. Donc, il n'y a pas que la technologie dans cette histoire. Il y a aussi une communauté de personnes qui est importante. Et je pense d'ailleurs que si on pousse un peu le raisonnement plus loin, il ne faudrait pas que la technologie vienne simplement en appui d'un manque de RH dans le futur, parce que le renouvellement des générations ne se fera pas avec des machines. C'est sur ce beau message teinté d'humanisme que nous refermons ici cette première partie du double épisode consacré au thème des bienfaits du numérique en agriculture. Il est temps de relever les points les plus importants. À différents niveaux, la technologie vient en aide aux agriculteurs et agricultrices. Tout d'abord avec les réseaux sociaux qui leur permettent de valoriser et de promouvoir leurs activités et de favoriser le modèle de vente de produits en circuit court. Ensuite, on a parlé de l'automatisation avec notamment des robots, des drones ou des machines autonomes qui vont faciliter le travail manuel. Et pour finir, le numérique, c'est aussi et surtout des outils d'aide à la décision qui caractérisent le phénomène d'agriculture intelligente, en offrant une réelle plus-value tant pour l'agriculteur que pour la communauté qui l'entoure, mais aussi pour l'environnement. Dans le prochain épisode, on complétera le tableau en parlant des défis que pose la transformation numérique dans les fermes. Si vous aimez notre podcast et voulez en savoir plus ou participer à nos prochaines soirées débats en direct, allez faire un tour sur notre site www.digitallab.be. Vous écoutiez Éco-numérique, le podcast du Digital Lab qui explore les enjeux numériques avec des experts pour vous aider à mieux comprendre la transformation digitale. Une initiative soutenue par la Wallonie dans le cadre de la stratégie Digital Wallonia.